Je modère cette séance avec mon ami, le professeur Ayed, qui est professeur en anapath à l'hôpital Abdelrahmane. Mon ami, le professeur Salaj, qui nous fait le grand plaisir et l'honneur de venir de Fès, et le professeur en pneumologie. Et mon ami, le professeur Neji, qui est professeur en radiologie à l'hôpital Abdelrahmane. Et j'invite avec grand plaisir le professeur agrégé Dr Snen pour nous parler des PID kystiques. Alors, aujourd'hui, j'ai la tâche de vous parler des PID kystiques, donc la stratégie diagnostique et thérapeutique. On va commencer par une petite introduction. Donc, les maladies kystiques pulmonaires, c'est une pathologie rare, elle est d'incidence mal connue. Donc, c'est un mode de présentation de mécanismes étiologiques qui sont pléomorphes, s'intégrant dans le cadre de pathologies multiples. Ça peut être infectieux, tumoral, systémique, traumatique, congénital et génétique. La définition, elle est avant tout anatomoradiologique. Selon Fleischner, un kyste aérien, c'est un espace parenchymateux bien limité par un épithélium et une paroi fibreuse d'épaisseur inférieure à 2 mm, entouré par un parenchyme sain. Et on parle d'une cavité aérienne lorsqu'on a un espace aérien au sein d'une condensation pulmonaire. Donc là, c'est les diagnostics différentiels, il faut se méfier, il ne faut pas porter à tort le diagnostic d'un kyste. Je ne sais pas si ça se voit. Donc là, c'est de l'emphysème, là, c'est une pneumatocyte post-traumatique, là, c'est une cavité post-infectieuse, là, c'est une cavité microbiotique, ça, c'est dilatation des branches, et au final, on a un rayon de miel. Là aussi, c'est pour les définitions radiologiques et histopathologiques des différentes lésions. Et le kyste, c'est une lésion à paroi inférieure ou égale à 2 mm, lésion bien définie avec contenu aérique. Elle peut contenir du liquide, mais elle est entourée avec un parenchyme sain. À l'anapath, donc on a un épithélium pseudostratifié avec présence de cellules glandulaires. Ça, c'est les différentes étiologies des PID kystiques. En tête, on a les 3 maladies kystiques les plus fréquentes. C'est la lymphangioléomatose, ou ce qu'on appelle LAM. On a le syndrome de FLCN, donc qui est le syndrome de Birt-Hogg tubé. Et en 3e position, l'histiocytose langerhansienne. Par la suite, on a les pathologies lymphoïdes, la LIP, le syndrome de Sjögren, les pneumopathies infiltrantes exogènes, on a la PHS, la pneumopathie à beryllium et les pneumopathies interstitielles desquamatiques qui sont secondaires au tabac. Donc le diagnostic positif, il passe avant tout par une approche multidisciplinaire reposant sur un ensemble d'éléments, des symptômes respiratoires et extrathoraciques, des anomalies extrathoraciques et thoraciques à l'examen physique, une durée d'évolution qu'on doit déterminer, présentation radiologique, et là c'est le scanner qui est la pierre angulaire pour le diagnostic et le suivi. Quelquefois on a besoin de données biologiques. Je vais, par souci de temps, me focaliser sur 4 pathologies, la LAM, le syndrome de FLCN, l'histiocytose langerhansienne dans sa forme pulmonaire et la LIP. Donc, je vais commencer par la LAM. Donc, la LAM, c'est une maladie systémique. Elle associe des kystes pulmonaires multiples, des anomalies des vaisseaux lymphatiques et des épanchements chéleux, des séreuses. Ça peut être sporadique, c'est presque exclusivement féminin. Il y a des associations avec la maladie systémique d'origine génétique. Il y a la sclérose tubereuse de Bourneville. La prévalence en France, elle est de 2,6 cas par million de femmes âgées entre 20 et 69 ans. Et en Europe, la prévalence, elle est entre 1% pour 25 000 à 1 sur 11 300 d'habitants. Donc la LAM qui est associée à la STB, donc c'est une mutation ou délétion des gènes de la sclérose tubereuse de Bourneville. On a ces 2 gènes, je les cite parce qu'il y a par la suite une implication thérapeutique. Donc ça code pour respectivement la martine et la tubérine qui agissent sur la voie des mTOR. Donc la pathogénie, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est une obstruction autour des bronchioles terminales, des parois alvéolaires, des vaisseaux pulmonaires, des lymphatiques par des amas des cellules musculaires qu'on appelle les cellules LAM. Là, donc on a d'un côté un trapage aérien, de l'autre on a une obstruction lymphatique. L'un va causer les kystes, l'autre va provoquer les chylothorax, les épanchements péricardiques donc qui sont aussi chyleux. Et la deuxième hypothèse, c'est une dégradation métabolique de l'interstitium par des métalloprotéinases qui sont produites par ces fameuses cellules LAM. La clinique, on a une présentation non spécifique. On a de la toux, de la dyspnée, un pneumothorax récidivant, chylothorax, de l'acide chyleuse. Et les formes associées à la sclérose tubereuse de Bourneville, là, on a une présentation non spécifique, mais on va chercher les manifestations de cette STB et surtout les tumeurs rénales, les anomalies cardiaques et le syndrome neurocutané.
Quelques images donc scanographiques. Donc la première coupe A, donc on a un pneumothorax qui est secondaire à l'ouverture d'un kyste au niveau de l'espace pleural. Deuxième coupe B, donc on a des angiolipomes au niveau rénal, donc c'est assez caractéristique au scanner. Et la troisième coupe, on a des lésions kystiques de taille variable qui sont diffus à tout le poumon. Il n'y a pas de prédominance sur un lobe ou un autre. Là aussi, d'autres coupes scanographiques, on a des kystes qui sont multiples, de taille entre 2 à 5 mm, il n'y a pas de prédominance lobaire, le parenchyme adjacent il est sain, c'est la particularité de la lame, et bien sûr on a ici des lymphangiomes rétropéritonéaux qui sont là la caractéristique de la STB. D'autres lésions, donc ça se multiplie, ça va fusionner, ça va aller jusqu'à 30 mm en taille. Et donc la lame associée à la sclérose tubereuse de Bourneville, elle a une particularité, c'est qu'elle peut s'associer à une hyperplasie micronodulaire des pneumocytes de type 2, et donc ça va donner sur le scanner des micronodules qui sont de taille entre 1 à 5 mm, qui sont diffus, de type solide ou en verre dépoli et solide, qui sont présents dans 60% des cas, pas de distribution particulière et surtout pas d'évolution dans le temps, donc pas d'augmentation en taille. Aux explorations fonctionnelles respiratoires, en général, si la maladie elle est diffuse, on a un trouble ventilatoire obstructif avec augmentation des résistances des voies aériennes parfois sévères. Le TVO peut être partiellement réversible sous bronchodilatateur. Il y a une baisse de la DLCO qui est présente dans la moitié des cas. Il y a des valeurs basses de la DLCO qui sont prédictives d'une dégradation rapide du VMS et l'évolution ultime se fait vers l'insuffisance respiratoire chronique. Les critères diagnostiques de la lame, ils ont évolué dans le temps. Ça a commencé avec les guidelines de l'ORS en 2010. Donc, il y avait la lame certaine, la lame probable et la lame possible. Pour parler d'une lame certaine, il y avait des critères scanographiques typiques, caractéristiques et qui sont. Donc là, tomodensitométrie va montrer des questions multiples, des kystes qui sont supérieurs à 10, à parois minces, ronds, bien définis, remplis d'air, avec un volume pulmonaire préservé ou augmenté. Et il n'y a pas d'autres attentes pulmonaires significatives, sauf dans le cas donc, de la STB, où on va trouver ces fameux nodules. Quand on parle d'une TDM pulmonaire compatible, on aura quelques kystes entre 2 et moins de 10. Donc là, on a les différents critères. Ça a évolué dans le temps et on a eu les critères donc de l'ATS, donc là de l'ATS et de la Japanese Respiratory Society, donc of Clinical Practice Guideline ici. Donc c'est toujours les caractéristiques scanographiques en association avec une présentation clinique, mais un des autres éléments présents, c'est toujours les signes d'une STB, les angiolipomes qui sont découverts sur le scanner. L'élévation ici, ça a été introduit, l'élévation du sérum, donc le VGEF-D, qui a un taux supérieur à 800 picogrammes par millilitre et qui est le seuil de la positivité pour retenir le diagnostic. Et bien sûr, on a le chylothorax, les lymphangioléomes. Et ici, on a aussi introduit l'étude cytologique au niveau du chylothorax qui peut retrouver à l'immunohistochimie un marquage particulier de ces cellules lames et finalement une confirmation histologique. Donc là, c'est les critères de la STB, il faut les chercher pour pouvoir porter le diagnostic. Et ça, c'est un arbre décisionnel qui a été proposé pour le diagnostic de la lame. Donc si on a une suspicion clinique, on va faire le scanner. Si on a des caractéristiques typiques, donc c'est bon dans le diagnostic, on va chercher d'associer des signes de STB. Si tout ceci n'est pas présent, on va essayer de faire le dosage sérique, donc de le VGEF-D. On va faire une IRM à la recherche de lymphangioléome ou d'angioléomipome. Et par la suite, on va essayer de faire une étude cytologique avec immunohistochimie à la recherche de ces fameuses cellules lames sur le liquide chyleux. Et donc, si on arrive à trouver l'un de ces éléments, on pourra porter le diagnostic d'une lame. Par la suite, si tout ceci n'a pas abouti au diagnostic, on va passer à la preuve histologique. Est-ce nécessaire? Oui, s'il y a un retentissement fonctionnel et on a un traitement à donner par la suite. Donc, on va commencer par les biopsies transbranchiques et dont le résultat anatomopathologique est compatible ici, donc on va porter le diagnostic. Si ça n'a pas abouti, on va passer à la biopsie pulmonaire chirurgicale. Donc, ce fameux VGEF, c'est quoi? C'est un facteur de croissance lymphogiongénique qui induit la formation des canaux lymphatiques et qui va favoriser la diffusion des cellules de la maladie dans les ganglions.
Donc la preuve histologique, on a dit la biopsie pulmonaire chirurgicale, mais aussi la biopsie transbronchique. Donc la biopsie pulmonaire, elle est de moins en moins indiquée du fait d'une meilleure connaissance de la maladie, surtout les caractéristiques scanographiques. La biopsie transbronchique avec l'immunomarquage, donc on va chercher à l'immunohistochimie un marquage de l'HMB45, les récepteurs d'estrogène et de progestérone, mais aussi les actines muscles lisses, et ça permet de porter le diagnostic dans 50% des cas. Là, c'est pour la prise en charge thérapeutique, c'est les recommandations de l'ATS, de la Japanese Respiratory Society. Donc là, ils ont ici introduit, comme on a vu, donc le dosage sérique de VEGF-G donc pour le diagnostic. Mais pour le traitement, là, le traitement par le mTOR, il est fortement recommandé lorsqu'on a une atteinte fonctionnelle respiratoire ou une fonction qui va s'aggraver dans le temps. Donc c'est une indication formelle. Mais si on a un chylothorax qui est récidivant, ça va être un traitement sous condition, donc par les mTOR, particulièrement par le sirolimus. Là, auparavant, on donnait un traitement hormonal, donc c'est le plus recommandé. La doxycycline, ce n'est plus recommandé non plus. Donc la prise en charge thérapeutique, donc on a vu tout à l'heure ces deux gènes, donc TSC1 et TSC2, donc c'est son action donc pour l'inhibiteur mTOR, donc ça sera le sirolimus et l'évéréolumus, donc ils sont actifs sur ces fameuses cellules LAM. On peut aussi, pour le traitement, proposer des bronchodilatateurs, puisqu'on a un trouble ventilatoire obstructif dans la majorité des cas et qui sont efficaces dans un tiers des cas. La contraception doit éviter à tout prix les ostroprogestatifs, puisqu'on a des récepteurs, ça va favoriser la multiplication des cellules. Et bien sûr, une vaccination antigrippale et antipneumococcique. Le pneumothorax, c'est un traitement par pleurodèse ou pleurectomie qui diminue les rechutes. Transplantation pulmonaire, c'est une option thérapeutique à envisager en cas d'insuffisance respiratoire sévère avant les 65 ans, ont l'absence de contre-indication. Et bien sûr, pour les angiomyolipomes rénaux, en cas de STB, il y a un risque hémorragique important si leur taille dépasse les 4 cm. Et là, on va proposer une embolisation ou le traitement par évéréolumus qui a montré son efficacité. Et le traitement chirurgical, il est de moins en moins proposé. Je passe au syndrome de FLCN. Donc là, c'est le fameux Birt-Hogg du B. Il survient entre l'âge 30 et 40 ans, avec une fourchette d'âge entre 20 et 85 ans, pas de prédominance de genre. Il a un désordre multisystémique prédominant sur la peau. On a des fibrofollicomes et une atteinte sur le poumon et le rein. Donc en général, la clinique, et le patient, la majorité du temps, il est asymptomatique. On a des papules de fibrofollicomes cutanés, comme sur la photo, donc au niveau du visage de la patiente. On peut trouver des kystes rénaux, mais surtout, il faut faire attention à la recherche de tumeurs rénales qui apparaissent vers l'âge de 50 ans avec ou sans pathologie cutanée associée. Cette maladie, c'est quoi? C'est une maladie qui est secondaire à une anomalie du codage du gène de la protéine de la folliculine, qui est une protéine qui supprime les tumeurs. Donc, si on va diminuer ce taux de protéines, on aura des tumeurs plus fréquentes, et c'est le cas avec les tumeurs rénales. Donc, c'est un syndrome génétique autosomique dominant à haute pénétrance, entre 80 et 100%, avec une prévalence très faible. Diagnostic génétique à proposer chez les patients avec des lésions et une histoire familiale compatible avec cette pathologie. Donc, donc voilà, là c'est la présentation radiologique. Les kystes apparaissent vers l'âge de 40 à 50 ans. Ils ont une forme assez particulière, elliptique, avec une prédominance basale et accolée à la plèvre et au vaisseau. C'est ce qui fait la caractéristique qui permet de distinguer ces kystes par rapport à la lame. Aux EFR, généralement, il n'y a pas d'altération notable, ni sur les volumes, ni sur les débits. Le trouble ventilatoire obstructif réversible, il est occasionnel, sans lésion démontrée avec la maladie, sans lien, démontré avec la maladie, et la DLCO, elle est peu atteinte. Pour la prise en charge, on a les pneumothorax qui récidivent, donc on va commencer par une résection des bulles et kystes sous-pleuraux lors de la chirurgie. On a des difficultés à réaliser des pleurodèses parce qu'on a des lésions qui sont en général localisées au niveau des bases, et donc la pleurodèse n'est pas toujours efficace. Il faut proposer le sevrage tabagique parce que c'est un cofacteur pour les pneumothorax, un suivi rapproché surtout pour la dégénérescence et le cancer rénal. Et bien sûr, il y a l'évolution de la maladie ici qui est rarement péjorative sur le plan pulmonaire. La troisième pathologie, c'est l'histiocytose langerhanienne. Donc, c'est une maladie systémique avec atteinte pulmonaire, manifestation osseuse, cutanée, endocrinienne, atteinte hypothalamo-hypophysaire avec un diabète insipide. Elle prédomine entre 20 et 40 ans avec une atteinte pulmonaire qui est corrélée avec le tabagisme dans plus de 90% des cas, souvent isolée chez l'adulte. Il y a une accumulation de cellules CD1A constituant avec les lymphocytes T des granulomes autour des bronchioles distales aboutissant à la forme de lésions kystiques.
Là, pour la pathogénie, c'est une infiltration bronchiolaire par des cellules de Langerhans, formation de granulome, des nodules stellaires. Par la suite, ces nodules vont s'excaver et donner des nodules troués. Et à la fin, ils vont aboutir à des lésions kystiques qui vont coalescer entre eux, ils vont fusionner pour donner ce fameux poumon en dentelle. La présentation clinique, elle est polymorphe. Patient asymptomatique dans un quart des cas, avec une toux sèche, dyspnée, douleur thoracique dans le contexte d'un pneumothorax, parfois révélateur, et on peut avoir des signes extrathoraciques de l'asthénie et un diabète insipide. Là, c'est pour vous montrer les lésions multiples. Donc, on a aussi bien des nodules troués, on a des nodules, donc on a des nodules ici, un autre nodule troué, et par la suite, on va avoir l'apparition de lésions kystiques qui vont fusionner. Là aussi, on a des nodules troués et des kystes. Et la fusion de ces multiples kystes va donner cet aspect de poumon en dentelle. Le profil fonctionnel dépend de l'étendue de la maladie et de l'étendue des kystes et de l'ancienneté de la maladie. On a une baisse de la DLCO dans 80 à 90% des cas. On a une baisse de la capacité vitale avec VR normal ou augmenté. La CPT, elle est conservée avec rapport VR sur CPT augmenté ou normal par un piégeage aérique lié à l'atteinte bronchiolaire. Le trouble ventilatoire restrictif peut se voir à la phase précoce et le TVO, il est disproportionné par rapport à la consommation tabagique. Le lavage, là, il a un intérêt. Il va montrer une hypercellularité alvéolaire totale, avec donc là essentiellement macrophagique, et qui reflète ici la consommation tabagique quotidienne des patients. La formule cytologique peut montrer quelquefois une élévation modérée des eosinophiles, mais ne dépassant pas les 10%. La proportion des lymphocytes alvéolaires, elle est normale ou réduite, mais surtout, on a le pourcentage des cellules CD1A+, qui sont augmentées, supérieures ou égales à 5%, et qui sont uniquement rapportées dans l'histiocytose dans sa forme pulmonaire. La preuve histologique, la biopsie pulmonaire, généralement non indiquée si la TDM elle est très évocatrice. On a des lésions, donc l'association des nodules troués et lésions kystiques, c'est fortement évocateur et donc on n'a pas vraiment besoin de preuve histologique. Si on a l'histologie, on aura une accumulation de cellules ayant la morphologie donc de ces cellules de Langerhans, organisées en granulomes qui sont localisées électivement au niveau de la paroi des bronchioles distales, terminales et respiratoires, qui vont être détruites. En microscopie optique, donc on a des noyaux qui sont contournés, en coucher irrégulier avec cytoplasme pâle. Et finalement, l'immunohistochimie permet de porter le diagnostic. On a un marquage au CD1A et un marquage au CD207. Les lésions pulmonaires sont de distribution focale, mal limitées avec des intervalles de tissu sain. L'aspect dépend du stade de la maladie. On va trouver surtout des lésions d'âge différents et c'est l'apanage même de la maladie. La prise en charge. Il faut le sevrage tabagique, c'est avant tout, c'est la pierre angulaire parce que c'est une maladie qui est liée au tabac. Il y a une association à une diminution du risque d'altération précoce de la fonction respiratoire si on va faire ce sevrage tabagique. On va donner un traitement inhalé, corticoïde inhalé avec l'ABA en cas de TVO. Le pneumothorax, on va tout d'abord commencer par un drainage pour le premier épisode et aller par la suite vers la pleurodèse en cas de récidive. Pas de pleurectomie si on envisage par la suite de faire une transplantation pulmonaire. Toujours proposer la vaccination, l'OLD en cas d'IRC et le traitement d'HTAP, mais il faut faire attention de ne pas donner de la prostacycline qui risque de donner des OAP sur ce terrain particulièrement. La corticothérapie systémique à la dose de 0,5 à 1 mg/kg d'équivalent prednisone, ça permet de diminuer la progression donc des nodules, ça va essayer de diminuer l'inflammation et c'est une dégression progressive sur 6 mois dans les formes pulmonaires. Donc là, ça n'a pas montré de preuve sur la fonction respiratoire, mais ça permet de diminuer l'inflammation et surtout ça agit sur les nodules. Là, c'est la cladribine. C'est quoi? C'est un prostatique analogue d'épurine qui a un effet apoptotique sur le monocyte et les lymphocytes, y compris, donc qui sont utilisés en deuxième ligne dans les formes systémiques de la maladie, améliorer la fonction ventilatoire d'un petit nombre. Ça, c'est l'étude qui a permis donc de proposer ce traitement. Donc, c'était un petit groupe de 5 patients, donc l'âge entre 37 et 55 ans. Ils ont proposé donc 3 à 4 reculs de cladribine, 0,1 mg par jour pour 3 jours consécutifs et ils ont donné un traitement prophylactique pour les infections opportunistes, donc c'était par le Bactrim et la valacyclovir. Par la suite, donc, les résultats ont démontré une diminution de la dyspnée, une amélioration de la fonction respiratoire sur le VMS, une amélioration scanographique, mais aussi hémodynamique. Là, c'est un tableau qui récapitule un petit peu entre l'âme
sporadiques, l'âme associée à l'STB, le syndrome de FLCN et l'histiocytose languérantienne. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer. Et je vais finir par la pneumopathie interstitielle lymphoïde. L'affection, c'est une affection lymphoproliférative bénigne, souvent associée à des pathologies sous-jacentes. C'est un syndrome de Sjögren, conjonctivite, infection due au VIH, thyroïdite auto-immune, maladie de Castelman, mais ça peut être une maladie isolée, ce qu'on appelle donc les lipes idiopathiques. La présentation clinique, elle n'est pas spécifique. On a de la toux, de la dyspnée, des pneumothorax récidivants, une fièvre, une altération de l'état général. L'éthiopathogénie, c'est un infiltrat inflammatoire diffus fait de lymphocytes, fait de cellules lymphoplasmatiques, histiocytes à proximité des canaux lymphatiques dans les 3 compartiments du secteur interstitiel. On aura une sténose ou occlusion bronchiolaire, un trapage aérien et au final, dilatation des bronchioles terminales et apparition des kystes. Les lésions kystiques, elles varient en taille entre 1 à 30 mm, généralement de distribution péribronchovasculaire, opacité en verre dépoli associé et de nodules centrolobulaires mal définis avec un épaississement bronchovasculaire et septal. Là, c'est une image, une coupe scanographique donc, qui montre l'association entre du verre dépoli, des lésions kystiques et des nodules centrolobulaires. Donc, l'opacité en verre dépoli peuvent s'améliorer sous traitement, mais de nouveaux kystes peuvent apparaître au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, surtout au niveau des zones de nodules centrolobulaires. Consolidations peuvent évoluer vers un nid d'abeille et les nodules plus gros doivent évoquer un lymphome, surtout s'ils sont associés à des épanchements pleuraux. La prise en charge thérapeutique dépend de l'affection sous-jacente, les maladies auto-immunes et fonction de l'atteinte de la fonction respiratoire. Elle vise surtout la prise en charge, donc le traitement de la maladie associée. Le lymphome peut se développer dans environ 5% des patients atteints de lipes, mais surtout il est plus important en cas de syndrome de Sjögren. Là aussi, c'est un schéma récapitulatif entre donc les présentations cliniques, scanographiques, les données donc ici du LBA pour l'histiocytose languérantienne. On a le syndrome de FLCN, la lame pulmonaire. Et je vais passer rapidement des scanners. Là, c'est des patients de service. Là, on a des lésions kystiques qui sont volumineuses. Je ne sais pas, ça vous fait penser à quoi comme maladie ici? C'est prédominant, ça touche tout le poumon, il n'y a pas de prédominance particulière. C'est une femme de 36 ans, et donc c'était une lame. Ça a été confirmé histologiquement, et elle a évolué vers l'insuffisance respiratoire aiguë. Elle a fait des pneumothorax à bascule. Elle a fini par être opérée. Là, c'est le dernier épisode de pneumothorax. On avait un pneumothorax ici compressif. Elle a une chirurgie, bien qu'elle était au stade d'insuffisance respiratoire OLD, et actuellement, elle est sous sérolumus et elle se porte bien. Le deuxième cas clinique, donc on voit des lésions qui prédominent sur les régions moyennes et supérieures avec un respect des zones au niveau des bases. On n'a pas de lésions kystiques et c'est un homme tabagique. Et c'était ici, avec les données du LBA, c'était une histiocytose languérantienne. Le dernier cas, donc c'est une femme avec antécédents, je vais laisser un petit peu le scanner. On a des lésions kystiques qui sont de taille variable, qui touchent tout le poumon, sans vraiment de gradient. Et on a des antécédents familiaux de PID. Sa mère est décédée sans avoir eu d'exploration et elle est venue pour toux sèche dyspnée. Elle a un hypocratisme digital. Donc le LBA, sans particularité, bilan immunologique négatif. On n'a rien pour un syndrome de Sjögren. Donc on a évoqué une lipe idiopathique et là la patiente, elle est proposée pour biopsie pulmonaire chirurgicale. Elle est en cours de prise en charge. En conclusion, 2 manifestations principales des PID kystiques: survenue de pneumothorax et développement de dyspnée dû à une extension diffuse des kystes dans le parenchyme pulmonaire. Le scanner, c'est l'examen essentiel pour établir le diagnostic et suivre avec les EFR l'évolution de la maladie. Les caractéristiques des kystes et leur distribution dans les poumons permettent une orientation étiologique dans la plupart des cas. Il y a les mutations génétiques qu'il faut y penser, donc la lame surtout associée à la STB et le syndrome de FLCN. Consultation spécialisée de génétique nécessaire si on a pensé à ces maladies d'origine génétique. Et bien sûr, la survenue de tout pneumothorax spontané justifie la réalisation d'un scanner thoracique pour rechercher des kystes pulmonaires et ne pas passer à côté du diagnostic d'une lame ou d'une histiocytose. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Snein, pour cette... Excuse d'avoir dépassé le temps. C'est pas grave, c'était tellement bien. Tu as bien inclus tous les aspects de ces maladies rares. Et la parole est à la salle pour d'éventuelles interventions. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Professeur Michel, je suis à Marrakech.
Juste une remarque, merci pour cette présentation qui est vraiment excellente. Juste une remarque concernant l'EFR de l'histiocytose X, Oui. langue ancienne plutôt, on l'a pris. Oui. Il y a quatre caractéristiques qui sont typiques de l'histiocytose, dont une qu'on ne retrouve pratiquement que dans l'histiocytose X. Il y a la baisse de la compliance, bien sûr, donc par diminution de la capacité vitale. Il y a une distension thoracique, surtout dans l'histiocytose évoluée. Donc, distension thoracique, donc augmentation de la CRF et souvent de la CPT. Bien sûr, effondrement de la DLCO, mais surtout, ce qu'on appelle le coup de hache de la courbe débit-volume. C'est un trouble ventilateur obstructif majeur avec un effondrement des débits par collapsus des bronchioles. Un collapsus, donc le coup de hache, il est vraiment typique de l'histiocytose languérancienne. Merci. D'autres questions? Tfadal. Merci. Merci pour cette présentation de qualité. Moi, je voudrais avoir votre expérience. Vous savez très bien que les dames surviennent chez les femmes en âge de procréer. Et quand elles demandent, par exemple, de faire une grossesse, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que nous, on a eu un cas, une femme a fait une morue utero, ensuite un pneumothorax. Donc, qu'est-ce que vous proposez à ces patientes? Merci. Là, c'est vraiment très difficile de la conseiller parce que le risque avec la grossesse, c'est qu'il y aura une stimulation de ces cellules, il y aura plus de risque de pneumothorax, plus de risque d'évolution de la maladie. Donc, c'est à elle, on va lui dire qu'il y a un risque très important pour sa santé, pour sa survie à elle. Et par la suite, donc, c'est à elle de décider. Hein. Merci. Professeur Maalej. Merci pour cette présentation. Juste concernant le syndrome de FLCR, Oui. l'aspect cutané m'a évoqué beaucoup plus une neurofibromatose, la maladie de Voigt-Klingler aux adultes, et dans laquelle aussi il y a des manifestations pulmonaires. Est-ce qu'il y a un rapport, d'autant plus que précédemment on a vu la sclérose multiple qui est aussi une phacomatose? C'est l'anapathe qui va faire le diagnostic parce que les lésions folliculaires du syndrome de Felsen, c'est pas la même chose que dans la STB. C'est totalement différent. Donc là, c'est assez typique du syndrome de Felsen. Donc l'anapathe et les dermatos qui font la biopsie vont redresser le diagnostic. Donc dans l'autre pathologie, on aura d'autres anomalies associées, on aura les taches caféolées et tout. Donc c'est vraiment la dermato qui va trancher par rapport à ça. S'il y a plein de questions, tu voudrais poser une question? J'ai juste une petite remarque pour cette très belle présentation. C'est par rapport à l'histiocytose languérancienne. Donc, comme tu l'as bien dit, pour le lavage, c'est une formule qui est macrophagique. Donc nous, pathologistes, on ne peut pas identifier les cellules de Langerhans sur les colorations standards et même sur les colorations spéciales. Donc on a besoin de faire une immunohistochimie et on ne va pas faire l'immunohistochimie pour tous les LPA macrophagiques. Donc il faut bien mettre les renseignements cliniques. On a besoin que le clinicien nous précise s'il y a une suspicion d'histiocytose languérancienne. Ça ne peut pas être fait après. Parfois, on nous appelle après une semaine ou plus, c'est trop tard. Le lavage, le liquide du lavage, il a une durée de vie, on le garde au réfrigérateur, il a une durée de vie de quelques jours, au-delà de laquelle il n'est plus rentable. Donc, bien nous préciser quand il y a une suspicion d'histiocytose languérancienne. Là, on passe, donc on fait notre anticorps, le CD1A. Juste, je voulais dire que le sujet normal, il a des cellules CD1A positives. Les cellules de Langerhans existent. Chez le sujet normal, elles sont inférieures à 3%, d'accord? Donc, pour l'histiocytose languérancienne, entre 5 et 10%, c'est une suspicion au lavage. Ce n'est pas un diagnostic formel. Oui. On a besoin des données de l'imagerie. Si l'imagerie ne va pas dans ce sens-là, on va à la biopsie chirurgicale. Au-delà de 10% de cellules CD1A positives, là, on peut porter un diagnostic positif d'histiocytose languérancienne sur le lavage. D'ailleurs, pour notre patient, on a demandé sur le lavage le dosage des CD1A parce qu'on avait une présentation radiologique assez typique. Oui. Docteur Sarraj. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci. C'est une pathologie qui est rare en fait. Oui. Et donc on n'a pas suffisamment de background, on ne sait pas exactement comment travailler avec ces patients. Je voudrais revenir sur deux points. Alors tu as cité sur un certain nombre de PID kystiques l'apport de la biopsie, notamment de la transbronchite. Oui.
Et puis en mettant bien évidemment comme gold standard la biopsie pulmonaire chirurgicale. Les seuls cas que nous avons personnellement concernant cette l'histiocytose ou la lame, ce sont des patients qui ont été opérés au décours d'un pneumothorax et c'est la seule façon qu'on a pu avoir le diagnostic. Quel est ton avis sur l'apport de la biopsie transbronchique? J'ai du mal à voir comment on peut poser le diagnostic. Alors tu as mis un 50%, mais quel est votre propre ressenti? Je ne sais pas si les gens osent à me faire de la cryobiopsie dessus, parce que c'est des poumons kystiques. Donc, risque de pneumothorax. Le risque est quand même beaucoup plus important qu'une PID classique. Donc je ne sais pas quel est votre ressenti. Honnêtement, je suis étonnée du 50%. Ça, c'est ma première intervention. Ma deuxième votre rapport également par rapport à l'utilisation des inhibiteurs de mTOR. On a 3 ou 4 patients qui sont au mTOR. Je suis quand même pas mal déçue, franchement. C'est juste par rapport avec quelques patients. Donc c'est pour ça que cette espèce de stabilité d'évolution, moi j'ai l'impression qu'ils évoluent quand même, soit Afinitor ou sous sirolimus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis sur une observation, il y avait un bilan immunopositif à 1 sur 1200. Je pensais que Mel allait sauter, mais je ne sais pas. Oui, il y avait un bilan immuno qui est positif, anticorps antinucléaire. Dans quel contexte vous avez mis cette positivité du bilan immuno? Je pense que c'était la deuxième observation. Je vais essayer de la remettre. Alors. Mais on a le DFS 70 qui est positif. Oh oui, voilà. Le DFS 70, il était positif. Donc c'était une positivité sans signification. C'est pas une connectivité. Voilà. Donc là, pour la première question, pour les biopsies transbronchiques, en fait, là, c'est les données des centres de référence, des centres d'experts où ils sont habitués à faire. C'est vrai, aller farfouiller dans un poumon où il y a des lésions kystiques, le pneumothorax, il est presque garanti. Nous, en Tunisie, on n'est pas en train de le faire, mais c'est des données de la... C'est transbronchique. Là, à l'aveugle, c'est des transbronchiques. C'était pas des cryos, c'était des transbronchiques. Et par la suite, c'est la biopsie pulmonaire qui reste le gold standard. Nous, en Tunisie, pour le moment, on n'a pas avancé sur ce terrain-là. La troisième question par rapport au sirolimus. Nous, on a pour le moment 2 patientes qui sont sous sirolimus. Elles sont stables pour le moment. On a d'autres cas qu'on est en train de recruter entre 3 centres donc pour essayer de voir l'évolution de ces maladies. C'est vrai qu'on démarre un petit peu sur ce terrain, on n'a pas beaucoup de recul, mais dans la littérature, ce qui est rapporté, c'est qu'il y a une stabilité des lésions, une stabilité de la fonction respiratoire. Pour notre expérience, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, voir l'évolution de nos patients. Voilà. Docteur Snein, si je peux me permettre une petite question. Alors, autant pour le diagnostic positif, bon, pour ces maladies rares, c'est relativement connu, on connaît les données du scanner, etc. Est-ce qu'au cours de ta recherche bibliographique, tu es tombé sur des études de haute envergure concernant le traitement, concernant l'efficacité du traitement, le mTOR, la chimiothérapie pour l'histiocytose, où ça reste 2 petites séries avec une puissance statistique qui n'est pas importante? C'est des petites séries, surtout pour l'histiocytose, c'est une série de 5 patients. C'est toujours des centres d'experts, donc des centres de référence où ils proposent le traitement. Pour ce qui est du sirolimus, c'était les recommandations donc de l'ATS, Japanese Respiratory Society. Donc ils ont trouvé qu'avec les petites séries qui ont été publiées, il y avait un bénéfice à en tirer. Et donc peut-être d'ici quelques années, on aura plus de données, plus de séries de grande envergure, on va dire. Merci beaucoup, Dr. Smith. Merci à vous.